La ville de Yaoundé a accueilli il y a quelques jours la conférence internationale du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines. Une conférence axée sur une nouvelle pensée africaine après un constat selon lequel l'Afrique est absente de la pensée contemporaine. C'est qui nous conduit à la thématique du débrief de l'actualité de ce jour. Une nouvelle pensée africaine est-elle possible au regard de tout ce qui se passe sur le continent? Élément de réponse juste après cette transition. Bonsoir. Pour évoquer la thématique du jour, 4 panélistes avec nous ce soir. Je commence par le nouveau. C'est la première fois sur le débrief de l'actualité. Sylvanus Todaga, homme politique qui nous vient du MRC. Bonsoir et bienvenue. Good evening, Lee. Thank you for inviting me here tonight. I think it's my very first time here. Since 2019, that's the last time I stepped my feet in Canada International before I was arrested and imprisoned at the Kondengi maximum prison, central prison. I think when I came out on the 19th of November 2020, I was expecting that you would have invited me here, but I thought maybe Canada decided that they wouldn't want to have me on their platform. Thank God, 2 years later, we are together, and I'm quite sure that we would be on seat for the next year. You know that you have a department of communication who make the planning to have you on air. Thank you for coming. Philemon Moubeke Aboussi. Heureusement que j'arrive finalement, docteur en droit, spécialiste d'histoire du droit et des institutions. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le débrief de l'actualité. Bonsoir. Bonsoir, Lille. Bienvenue. C'est moi qui vous remercie. Quand j'écrivais votre nom, il y a un téléspectateur du débrief qui a demandé, c'est un Camerounais, c'est un Asiatique, il y a une particularité sur votre nom. On a tout tendance d'oublier le A, pourtant vous êtes... Le A, chez les Bafias, ça signifie simplement fils de. Ah d'accord. Ça veut dire que mon nom c'est Moubeke, fils de Mboussi. D'accord. Moubeke à Mboussi. D'accord, merci pour cette précision. Yamtimba, philosophe, celui qui refuse de mettre Dominique sur son nom. Bienvenue. Merci pour cette autre invitation. Merci. C'est un plaisir de vous avoir de toutes les façons. Lui également, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on le reçoit après cette manifestation du week-end, après le mariage de Aimé Catherine Moukouri. On est ensemble. Jean-Claude Biliga, écrivain, homme politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bienvenue. Merci. Vous êtes reposé? Oui, en fait, j'ai un peu à faire. Donc, me reposer, c'est pas mal compliqué, mais j'essaye de prendre du temps pour dormir un peu et m'occuper à d'autres choses. Je suis Joseph Claude. D'accord. Bienvenue sur le plateau du débrief de l'actualité. Le panel ainsi présenté, on commence directement par la thématique du jour. Yamtimba, la ville de Yaoundé, accueille donc... a accueilli, si on peut le dire ainsi, puisque la conférence est terminée, des leaders, des hommes politiques, des philosophes pour une nouvelle pensée africaine. Vous avez compris le concept pour commencer? Je ne sais pas si c'est une question de comprendre le concept ou pas. Toujours est-il que j'ai vu un effort de discuter. Et je crois que l'élément essentiel, le tout premier, celui qui est le plus important, c'est d'avoir pu réunir les Africains. C'est une chose extrêmement rare et c'est une chose qui est demandée très fortement par tous les Africains de plus en plus, parce que la problématique de l'unité politique du continent viendra également de l'unité du continent dans tous ces domaines-là, afin que naisse ce qu'on appelle une conscience collective, parce que c'est l'une des choses qui nous manque, et que de cette conscience collective émerge une intelligence collective également, qui permettra de formuler les solutions les plus pertinentes
à nos problèmes. Maintenant, ce qui s'est passé à Yaoundé, sur le fond, parce que là j'étais sur la forme, ce qui s'est passé sur le fond, est-ce que aujourd'hui nous avons à dire qu'il va y avoir, ou à appeler ou à dire qu'il y a l'urgence d'une nouvelle pensée? La pensée, est-ce qu'elle urge? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pousse? Est-ce que c'est quelque chose qui apparaît parce qu'on décide qu'elle va apparaître? Je pense qu'il faut un peu revoir les choses d'une manière moins péremptoire. Parce qu'en réalité, la pensée est fille de son époque, de 3M, le moment, le milieu, les moyens. Et le milieu dans lequel nous vivons aujourd'hui appelle-t-il une pensée nouvelle? Il faudrait supposer qu'il y en a d'abord une première ou une ancienne qui existe, et il faudrait certainement l'identifier et voir ce qu'elle est. Soit, et c'est ce que j'ai eu l'impression de voir, on dénie à ce qui a été là le statut de pensée, soit on estime qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait quand même, et puis il va y avoir quelque chose de nouveau, mais pour aller où? Et puis, au-delà du milieu, il y a le moment. Est-ce que le moment est choisi pour en parler? Est-ce que le moment est assez mûr pour que nous ayons ce type de débat? Et il y a les moyens. De quels moyens disposons-nous? Est-ce que nous avons aujourd'hui la capacité de structurer une pensée? Parce que ça va être à la fois les moyens intellectuels, mais également conceptuels, mais aussi les moyens structurels et puis financiers. On va revenir dans le fond tout à l'heure. Voilà. Le temps pour Joseph Claude. Il y a eu un débat sur la tenue, le timing même d'une telle conférence internationale du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines du côté de Yaoundé, sur cette pensée africaine au regard de tous les antécédents qui se sont passés entre la France et l'Afrique. Vous avez compris le débat autour? Moi, je pense qu'à chaque fois, il y aura toujours débat. Quelle que soit l'initiative qu'on prend, il y aura toujours des gens qui vont estimer que c'est pas le moment. Oui, il y a d'autres priorités. Certains disent comment est-ce qu'on peut pas se mettre à débattre alors qu'on n'a même pas de quoi manger. Débattre sur la pensée qui est abstraite, alors qu'on aurait bien souhaité parler de comment faire pour que nos enfants aillent à l'école, pour que Donc je crois que ce débat sur l'opportunité restera toujours. Maintenant, sur le thème, ça me rappelle un peu le thème du bac. Lorsque j'ai fait le bac, il y avait un sujet sur la philosophie qui disait est-ce qu'il y a une philosophie africaine? Africaine, tout à fait. Tout le monde a fait ce sujet. Est-ce qu'il y a une philosophie africaine? Et le débat était sérieux. Et ceux qui disaient que l'Africain étant un être humain, il y a une philosophie, il doit avoir naturellement une philosophie, mais une philosophie tout à fait universelle. Et d'autres qui disaient que oui, bien qu'étant être humain, l'Africain vit dans un contexte, vit ses réalités, il doit donc percevoir le monde à travers ce prisme de ces réalités. Donc, à tout moment, il faudra toujours qu'il y ait ce débat. Mais lorsqu'on rentre un peu en arrière, on se rend compte qu'à chaque époque, tout à l'heure, M. Yam le disait très bien, il y a des moments. À chaque époque correspond, ce que je appelle un type de préoccupation, un type de débat. Et l'Africain, on a connu l'esclavage. À ce moment-là, également, il y avait eu des débats qui ne s'est malheureusement pas trop menés par les Africains parce qu'ils n'avaient pas cette liberté de le faire. On a vu quand même certaines personnes qui ont émergé à l'époque, mais c'était beaucoup plus les étrangers, les Blancs, qui intervenaient pour aider, entre guillemets, les Noirs à se libérer, même comme on a pu voir les Noirs comme les Toussaint d'ouverture qui ont quand même pu, à l'époque en Haïti, poser des actes et autres. Par la suite, il y a eu la colonisation, et là où il y a eu beaucoup plus d'émergence, parce qu'en ce moment-là, beaucoup de personnes étaient déjà plus ou moins intellectuelles, et on se rappelle très bien du débat sur la négritude avec Senghor et Césaire, mais également lui, Gontran, Gontran Damas. Léon Gontran Damas. Et par la suite, un peu plus tard, il y a eu Wole Soyinka qui lui disait écoutez, cessez de vous plaindre, cessez de dire que nous sommes les plus beaux, les plus black and proud. Posons des actes qui permettent de nous distinguer des autres, de nous faire respecter des autres. Et là, on a parlé d'attitude.
Tigritude, lorsque Shinka a dit, le tigre ne programme pas sa tigritude, il attrape sa proie. Aujourd'hui, nous sommes à une autre étape. Après les indépendances, post-indépendance, les autres parlent de néocolonialisme. Et ce néocolonialisme essaie de se percevoir, c'est-à-dire à travers le point de vue économique et dans l'Afrique francophone, les 14 pays qui sont membres sauf si je me trompe, du franc CFA, qui utilisent le franc CFA, il est question de pouvoir prendre une indépendance économique à travers la monnaie qui est une source de souveraineté. Et de l'autre côté, il y a le rejet, plus ou moins, ou bien le retour à l'authenticité, le retour à nos valeurs, racines. à nos racines. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Lorsque vous voyez l'histoire, vous voyez bien que le président, par exemple, Mobutu, Sese Seko, à l'époque, avait essayé de rentrer en arrière en prenant l'authenticité, non seulement à travers l'habillement, avec la bacos, mais également avec le changement de nom et du fleuve et de la monnaie et du pays. On l'a vu également avec le président Tombaïbaï qui a changé de nom, et même le président Yadema, qui est parti de Tiene Yadema à Ignacibé Yadema. Et bref, donc il y a eu toujours cette tendance, cette volonté des personnes, des Africains, à s'affranchir, à essayer de redevenir leur truc. Malheureusement, et ça je terminerai par là, on se rend compte que même ceux qui prônent ce retour ont des difficultés à utiliser nos langues. Surtout dans un pays comme le Cameroun. Cela est moins visible dans des pays comme le Sénégal, comme même la RDC, RCA, avec le Sango, ou dans les pays de l'Afrique de l'Est avec le Swahili. Ici, chez nous, c'est difficile d'avoir une langue. Donc, lorsque on réfléchit sur l'utilisation de la langue avec la pensée, nous sommes obligés, nous tous, pratiquement, de réfléchir en utilisant la langue d'autrui. D'accord. Alors, Philémon, pour justifier également la tenue de cette conférence-là du 25 au 27 octobre du côté de Yaoundé, c'était que l'Afrique est absente de la pensée contemporaine. Oui. En fait, il faut partir des systèmes de domination qui ont relégué l'Afrique à deux rôles. Premièrement, produire des matières premières. Deuxièmement, produire la main-d'œuvre. C'est-à-dire, la pensée était considérée comme la chasse gardée des Européens. Les Africains étaient donc cantonnés à ce rôle-là, d'exercer en réalité des tâches qui relèvent pour l'esprit de l'homme de ce qu'on peut appeler une conception subalterne de l'individu. Ok. À partir de là, donc, nous avons renoncé, en tant qu'Africains, à penser notre environnement global et nous avons constaté que même l'espace public est colonisé par des concepts que nous ne maîtrisons pas, c'est-à-dire les concepts que nous utilisons. Je prends l'exemple, développement durable, démocratie, liberté, droits de l'homme, ajustement structurel, point d'achèvement. En fait, c'est un agenda que nous ne maîtrisons pas parce que nous avons renoncé à la pensée. Nous consommons ce que les autres produisent, n'est-ce pas? Et mis à part cela, la colonisation de notre espace public par des concepts qui nous sont imposés de l'extérieur, l'agenda de l'extérieur, il existe aussi une autre réalité qui est la dualité que vit l'Africain entre le moi africain et le sur-moi, c'est-à-dire de l'agresseur d'hier, avec le système de la plantation, c'est-à-dire l'esclavage, avec la colonisation et aujourd'hui avec la néocolonisation. Ça fait donc que cette dualité fait que l'Africain est en quelque sorte perdu. Et c'est ce qu'on appelle l'aliénation. C'est-à-dire il ne se retrouve pas. Il ne sait plus où mettre le pied. À un certain moment, donc, il faut faire un aggiornamento, n'est-ce pas, pour se questionner et voir dans quelle perspective on peut avancer. Et il ne faut pas aussi le nier, il existe un paradigme uniformisant, n'est-ce pas, à travers la pensée néolibérale. Le libéralisme politique avec la démocratie, le libéralisme économique avec l'économie des marchés. Et il faut aussi le dire, ce qui fait la particularité de la pensée, c'est que chaque peuple se structure autour d'une pensée, autour d'une idéologie, autour d'une philosophie, autour d'une vision du monde. Je prends un exemple simple. Quelle est la différence entre la pensée française
et la pensée britannique. La pensée française est fondée sur le rationalisme cartésien. Je pense donc je suis. En tant que sujet pensant, je peux comprendre le monde, je peux définir mon rapport au monde. Alors que la pensée britannique est fondée sur l'empirisme de David Hume. C'est-à-dire, c'est l'expérience qui informe ma conscience. Et c'est pour ça que dans la pensée anglaise, c'est cette pensée qui va, comment dire, donner naissance à l'économie du marché et à la loi du laisser-faire. Puisque c'est l'expérience qui doit informer ma conscience, on va laisser les choses, comment dire, l'expérience réguler. C'est-à-dire ce qu'on vit au quotidien, la pratique, réguler notre existence. Maintenant, si vous prenez cette pensée, la différence entre la pensée anglaise et la pensée africaine, on peut trouver un point commun à la pensée occidentale, c'est-à-dire à travers le précédent gréco-romain, n'est-ce pas? Et pour les Africains, quel serait le point commun, c'est-à-dire la racine de la pensée africaine, au moment où on cherche, comment dire, ou alors on allègue le changement de paradigme, c'est-à-dire sortir des systèmes de domination, définir une nouvelle connaissance pour les Africains. D'accord. Sur quoi se fonder? Sur les humanités classiques africaines, sur le panafricanisme révolutionnaire, le panafricanisme intellectuel, notamment avec les auteurs comme Cheikh Anta Diop, Théophile Benga, Professeur Bilolo, etc., etc. Je pense que il était temps de poser cette problématique sur la table. Sauf que la problématique est posée sur la table. Il y a des mots qui sont revenus au cours de ces quelques jours de travaux. Décoloniser, libérer la pensée. Moutaga Sylvanus, des expressions pareilles. Do you understand the concept? Honestly speaking, if we look at the topic that is on debate today, I think it is not a novelty. It's an old topic. Since time immemorial, we've been talking of an African mindset. If you go history, in history, they will tell that the African man had his own philosophy. We go to St. Alexandria in Egypt before successive invasion, or like you find that St. Alexandria in Egypt had been an education center that most, even the West, they studied there before they even had to develop their own lifestyles, which they came copy from Africa. And at a certain time, because they wanted to subjugate and annihilate the African identity, they had to begin to think that the African man hadn't any philosophy. So if we were to talk of... It's like a dog? Yes, it's like they are taking the African man just like... is a man with a pre-logical mentality. And if we look at the coming of the white man to Africa and his living, is the African man after colonization and maybe the supposed independence, the same person that is not supposed to have his own way of life. And I want to think that if we are talking about African man at this particular juncture, we should be thinking of the African way of, that's the African religion itself, because religion has a lot to play with regards to the development, with regards to the mindsets of the people. Today we tend to think that the African religion itself is not recognized in the African continent, and most persons have embraced Western religions like Christianity. They have embraced Islam. Just forget about the they have forget the African way of worship. What were our parents before Christianity, before before Islam came to us, before Hinduism, and you can also name other kinds of religion, and then before the white man came to Africa, I want to corroborate what he said. He talked of the French man, he talked of the British man. I want to take the African man, taking example from my own place, Batibo, which I come from, because we are talking of Africa, we are talking of Kolofata, we are talking of Tokombere, we are talking of Yabasi, we are talking of our own nature, of Bafu in Chang. How were the Africans living before capitalism and the other individualism came in place? I think the success of one person in the village was the success of the whole village today, or was the whole village in that time. And the failure of one person in the village was the failure of everybody. We used to see that at times in the village, they used to contribute money
to sponsor a child that is very intelligent because they think that if this child succeeds, he's going to come back, it will be the success of the whole village. Now you find that with the fact that we embrace Western culture, capitalism and all the like, and the so-called divisions and all the like, you find that the African man has lost his focus. He has lost they say the center cannot hold anymore. That's why you find that African is prone today with intertribal wars, and then there is lots of infighting and other like, because we've lost our sense. Ok. That is where the problem is. Yam Timba, avant qu'on ne poursuive de plein pied véritablement dans la thématique, quand on parle de pensée africaine, vous qui êtes philosophe, ça renvoie à quoi? Ça veut dire quoi exactement? Ça renvoie à un très long débat. Ça renvoie à un très long débat. Permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre. Ça renvoie à un très long débat, un débat qui a eu son âge d'or dans les années 60-70 et qui partait de deux postulats. Le premier postulat, c'est que les Africains ont leur pensée originale, qui viendrait des mythes, des légendes, des contes, qui viendraient de leurs usages, de leurs coutumes, et qui viendraient de ce qu'ils pouvaient retrouver dans leur histoire. Et donc, à partir de là, ils pouvaient avoir un certain nombre de référentiels moraux et de référentiels métaphysiques qui pourraient donc servir au même titre que les concepts qu'on peut retrouver dans la philosophie occidentale. Mais cette approche était essentiellement une approche qui est, voyez-vous, qui était comme une sorte de parallèle avec la philosophie dite occidentale. Évidemment, on ne tenait pas compte de ce qui venait d'ailleurs. C'était essentiellement un débat qui venait, si vous voulez, de l'idée qu'avaient développé les Occidentaux et qui avait été formalisé surtout à la fin du XIXe siècle, à savoir que l'Africain c'est un sauvage, et ça venait des travaux d'un anthropologue qui s'appelait Henry Morgan, qui avait classifié l'humanité en disant à la base vous avez les sauvages. Donc, les sauvages ils peuvent s'organiser sous forme de meutes, un peu comme des loups, et puis vous avez au milieu, ensuite vous avez des barbares qui peuvent être organisés sous forme de hordes. Donc, ils n'ont pas le sens de la société, ils ne peuvent donc pas réfléchir. Mais après, au sommet, vous aviez donc les civilisés, qui étaient les Occidentaux, qui étaient les Européens, et que les Africains, tout au plus, étaient des sauvages. Mais, disons, c'était dans ce sens. Il y a eu une évolution qui laissait croire que, quoi qu'il en soit, à un moment donné, les Africains ont appris et ont maîtriser la pensée occidentale, et qu'il était temps qu'ils produisent donc des concepts nouveaux qui devaient donc permettre un décollage, qui devait accompagner le décollage économique et politique du pays. C'était quelque chose qui en réalité correspondait en même temps à des concepts nouveaux qui viendraient à la suite des indépendances permettre aux Africains de se structurer. Mais la vérité est que ni l'un ni l'autre perspective n'avait vraiment permis aux Africains de pouvoir gagner leur place dans le concert international de la pensée. Cheikh Anta Diop avait pensé qu'il réglerait le problème dans Civilisation ou Barbarie en disant que l'Égypte antique jouerait le même rôle que les humanités grecques jouent pour les Européens, et qu'à partir de là, il suffirait de restaurer. C'est ça qui est le plus intéressant. C'est-à-dire, contrairement à des gens comme par exemple Jean Marquet-là, qui parlait de restituer l'initiative historique aux sociétés africaines. Je me souviens qu'on avait... Tout le monde est dans ce concept-là aujourd'hui. Le problème, c'est que la restitution signifie que quelqu'un vous donne. En réalité, la question fondamentale de cette pensée-là sera: quelle est la place de la liberté? Est-ce que nous sommes dans une perspective de restitution par l'Occident, auquel cas je ne crois pas que ce serait vraiment, on va s'en sortir, parce que si quelqu'un vous donne, alors vous ne vous libérez pas. Il vous lâche juste un peu du lest. Mais si vous restaurez votre initiative historique, vous êtes dans la perspective de Cheikh Anta Diop. C'est-à-dire que vous allez dans les humanités de l'Égypte antique, et à partir de là, vous reconstituez le fil conducteur qui a pu permettre un codex, disons un certain nombre de codes soient formulés tout au long de votre pays. Et vous allez voir que dans les travaux de Cheikh Anta Diop, la base, c'est la langue. C'est la raison pour laquelle
on peut comprendre que le Cerdotola organise là, puisque le Cerdotola, c'est essentiellement les langues. Mais en fait, si quand vous regardez, quand vous observez tout cela, il s'agira donc comme préalable, ou disons comme préalable, prérequis, mais quelque chose d'extrêmement important au départ, que les Africains maîtrisassent leur langue. Ce qui n'est pas donné, ce qui n'est pas gagné aujourd'hui du fait de l'impérialisme culturel occidental qui nous impose leur langue. D'accord, on parle de langue africaine, mais quand on a regardé ce qui s'est passé du côté de Yaoundé, on n'a pas véritablement vu la place de ces langues africaines-là sur le continent. Finalement, on se pose la question, l'Afrique n'est-elle pas définitivement dénudée? Joseph Claude. La réponse, je crois que nous tous pouvons la donner. Hein. Nous avons un chemin très, très long à parcourir pour retrouver ce que nous avons perdu, il faut le dire ainsi, notre humanité. On est complètement déshabillé là. Oui. Et j'avoue que lorsque je lis le procédant Senghor et sa philosophie, je veux dire, et sa pensée, je me suis demandé s'il nous a beaucoup servi. Peut-être certains diraient que... Ces fans ne vont pas vous laisser tranquille. Hein? Lorsqu'il a dit l'émotion est nègre, la raison est hellène. Hellène, c'est-à-dire grec, c'est-à-dire occidentale. Ah, oui. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'a pas tranché de manière assez vive que nous ne pourrons pas partir de nos danses, de nos... c'est un peu comme M. Mboulin te dit tout à l'heure, c'est-à-dire que notre sauvagerie. Notre barbarie. Et vous souvenez également que notre hymne national, on parlait de... autrefois tu vécu dans la barbarie, peu à peu tu sors de la sauvagerie. C'est-à-dire qu'on a inculqué dans nos têtes le fait que nous sommes des êtres inférieurs, nous sommes des êtres qui ne sont que émotifs je veux dire, et que la réflexion est comment je peux dire ça, que seuls les blancs réfléchissent, peuvent réfléchir. Mais seulement, je veux dire que ça ne doit pas être un frein à notre recherche la recherche permanente. Et lorsqu'on regarde même l'évolution aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a une sorte de retour en arrière. C'est-à-dire vers nos sources, à travers, par exemple, nos habillements, à travers même... les livres, les romans... Voilà, nous avons aujourd'hui la notion de kémite, qui est de plus en plus utilisée, c'est-à-dire que les Noirs essayent de retrouver leurs racines, leurs sources, et se dire que, écoutez, contrairement à ce qu'on nous a toujours dit, nous avons quand même eu à poser des actes. On a parlé tout à l'heure de l'Égypte, mais il y a également Tombouctou, il y a Gao, il y a un certain nombre de choses qui existaient avant l'arrivée des colons. Et c'est pas par hasard que Chinua Achebe vous dira le monde s'effondre. Things fall apart. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée de l'Occident, il y avait un monde qui existait, le monde africain, avec un certain nombre de valeurs qui étaient respectées, avec une certaine organisation de la société, et que dès qu'ils sont arrivés, ils ont totalement changé. Donc le monde s'est effondré, le monde africain s'est effondré. Maintenant, il est question de pouvoir le reconstruire. Tout à l'heure, on a parlé de la langue. Effectivement, les langues jouent un rôle très, très important. Ça, nous pouvons plus facilement réussir. Parce que la colonisation a une société de pervers que, au niveau de la religion, c'est difficile pour nous aujourd'hui de nous départir de notre condition, de notre situation de chrétiens ou de musulmans. C'est difficile. Et je vais vous donner, je terminerai par là, c'est un fait, c'est même pas une anecdote, c'est un fait. Lorsque le président Kérékou doit prêter serment après, on appelle ça Kérékou 2, après la conférence nationale souveraine et le passage du président Nicéphore Soglo, quand il revient, on lui demande de prêter serment, et au Bénin, où il y a quand même une religion qui est connue, officielle, c'est le Vodun, à côté des religions chrétiennes et musulmanes. Et lorsque vous arrivez même dans une ville comme Ouida, où j'ai été, vous avez le temple au Piton, dévoué au dieu de Vodun, et en face, la cathédrale, dédié aux Blancs, aux dieux des Blancs, c'est-à-dire à Jésus, enfin, à Jésus et autres. Et il avait oublié de prêter serment sur les crânes. Parce que lorsqu'il prête serment, il doit dire sur la Bible, sur le Coran, mais il doit le faire également sur les crânes. On a annulé ce serment. Il a dû reprendre ce serment pour pouvoir... Mais cela indique quand même que cet oubli n'était pas par hasard. Ça démontre une certaine réticence de chez cet homme
ou de nous, des Africains, à revenir sur nos coutumes. On vous parle par exemple des reliques. C'est normal qu'on voit des reliques de Jésus, etc. Mais lorsqu'on vous dit que nos frères, nous qui sommes nos frères de l'Ouest, vont faire le culte Du crâne. des crânes, ça devient quelque chose d'anormal. Alors que c'est exactement ce que les autres font. Oui, à travers les reliques. Il y a Halloween, là, c'est la célébration. Exactement ça. Se passe, Donc moi je pense qu'en fait nous devons pouvoir être décomplexés. Nous décomplexer en nous disant ce que nous avions été hier, ce que nous étions hier, n'était pas aussi mauvais que ça. Nous pouvons y rentrer. Peut-être pas en redevenant ce qu'on était, nous ne marcherons pas nus, etc. Mais en nous réappropriant un certain nombre de valeurs, notamment des valeurs morales et autres. Charles Binam Bikoy, justement, lors de sa prise de parole, le secrétaire exécutif de Cerdotola a parlé du temps de la rupture, de la recomposition. Comment utiliser ces deux expressions, Philemon, quand on est ouvert au monde et qu'on est à l'heure de la mondialisation où on doit embrasser toutes les cultures? Oui. Il faut dire que nous sommes certes à l'heure de la mondialisation, du village planétaire, n'est-ce pas? Mais puisque nous sommes à l'heure de la mondialisation et du village planétaire, il faut d'abord se poser une première question. Qui est le chef de ce village? Est-ce que dans ce village planétaire, nous Africains, ne sommes pas des villageois? Et lorsque cela a tout son sens, je ne sais pas si vous comprenez, parce qu'aller à la mondialisation ne veut pas dire nous devons cesser d'exister en tant qu'Africains et de devenir la greffe de l'Europe. C'est pour ça que le professeur Charles Binam Bikoy parle de la rupture. Et pourquoi la rupture? Tout simplement parce que notre rencontre avec l'Occident a été une rencontre douloureuse. D'abord, avec le système de la plantation, c'est-à-dire l'esclavage, depuis le XVe siècle. Puis la colonisation, et puis de manière récente, le néocolonialisme. Ces trois systèmes de domination nous ont inculqué deux tares. Le complexe d'infériorité et le réflexe de subordination. Il faut donc estiper, à l'heure où nous voulons faire, le renouvellement de la pensée, ou alors la renaissance africaine, chercher à guérir ces deux tares pour avancer. Et pour avancer, nous devons considérer que les 7 siècles de domination, c'est-à-dire à partir du XVe siècle, ont été une parenthèse douloureuse pour l'histoire du continent. Maintenant, refonder donc un nouveau, une nouvelle théorie scientifique, une nouvelle théorie religieuse, une nouvelle théorie politique, une nouvelle théorie dans chaque corps, dans chaque domaine de la pensée. Non pas dans la perspective des études post-coloniales. Nous ne sommes pas dans la perspective des études post-coloniales, parce que l'accepter ou alors le considérer ainsi serait avouer que nous prenons la colonialité comme la boussole de notre rapport au monde et de notre rapport à nous-mêmes. C'est pour ça qu'il parlait de recomposition. Il parle de recomposition pourquoi? Monsieur Yam a dit quelque chose d'important tout à l'heure en évoquant Cheikh Anta Diop et la pensée sa pensée maîtresse, si on peut le dire ainsi, qui consiste à prendre l'Égypte et la Nubie comme le berceau de notre civilisation. Et c'est cette pensée-là qui fonde en quelque sorte l'idée même de la renaissance africaine, c'est-à-dire la redécouverte de ce qu'on a été, de l'Afrique impériale, à travers l'Égypte, Carthage. Mais c'est trop facile de le dire, puisque aujourd'hui, même dans nos comportements, on n'a pas l'intention de faire un flashback. Laissez-moi chuter, je vous en prie. C'était pour vous relancer. Ça veut donc dire que quoi? Si on s'inscrit dans la perspective de Cheikh Anta Diop, et c'est dans cette perspective qu'on s'inscrit avec le Cerdotola, ça veut dire que nous ne sommes pas dans la pensée post-coloniale, nous sommes dans la pensée néo-pharaonique. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. C'est-à-dire, on considère que les acquis de l'Égypte antique, de la Nubie, de l'Éthiopie sont là. Et c'est ce qu'il a appelé les humanités classiques africaines. Maintenant, il est donc temps, les humanités classiques africaines étant dans ces corpus, ce qu'on peut considérer comme des archives, de faire un travail itératif de ces archives pour nous approprier. C'est-à-dire, c'est notre histoire. Lorsque nous parlons de l'Égypte, lorsque nous parlons de la Nubie, nous parlons de l'Éthiopie, nous ne parlons pas d'une autre personne. Et là, je vous renverrai aux travaux des ethnologues, notamment Dika Akwa, et à l'histoire même des peuples bantous, des migrations.
On est des frères et des sœurs. Et vous allez donc comprendre qu'il y a eu beaucoup a été fait, même d'un point de vue du langage. Cheikh Anta Diop a commencé la démonstration qu'en Afrique noire, nous parlons la même langue, sous réserve des métathèses. Le professeur Bilolo, dans sa thèse d'État, notamment à travers la dialectique de l'un et du multiple, lui a emboîté le pas. Le professeur Bilolo, le professeur Biogo, avec le continuum consonantique, est venu encore embrayer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça veut donc dire ceci. Je vais prendre un exemple concret, puisque lorsque nous parlons ici, on peut croire que nous faisons de l'histoire. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Prenons un exemple concret. Il y a une différence entre la pensée politique, et c'est bien de le dire, puisque c'est nous avons des hommes politiques, entre la pensée politique africaine et la pensée politique de l'Occident. La pensée politique, l'Africain est l'homme fondamentalement spirituel. C'est-à-dire qu'il ne considère pas l'activité politique détachée du rapport à l'absolu. Et comme l'absolu a pour mesure en Afrique noire la justice et la vérité, c'est ça qui fonde la conscience politique et la conscience des sociétés traditionnelles, on va donc fonder l'exercice de l'activité politique sur ce que les Égyptiens appelaient la mahat, c'est-à-dire la justice et la vérité. Or, en Occident, ce n'est pas ça qui fonde la pensée politique. Ce qui fonde la pensée politique en Occident, c'est le désir. Désir de liberté avec la démocratie, désir de consommation à travers l'économie du marché. À partir du moment où nous avons été colonisés, nous avons donc abandonné notre paradigme politique. Nous sommes devenus la périphérie de l'Occident. Nous nous sommes appropriés leur paradigme politique. Et c'est ce qui a plongé l'Afrique dans les gains interminables que nous connaissons depuis que nous avons été colonisés. D'accord, Philémon. Alors, Sylvanus, how can all those African minds can change our life today? Because we have many problems and we are talking about African mind. How can that concept have an impact in our life? The question is, do Africans really have what it takes to change their mindsets? That's the question, because if I look at institutions like the African Union that has been existing for more than decades today, and we always look at the way they function, you find that they always rely on the West, maybe for fundings and all the like. So when we look at the new trend of minds coming up and that we need to have a new mindset and all the like, I was beginning to ask myself, is that quite possible? Yes, it's possible. It's possible through education. It's possible through education. We are in the school, we are just have another people history, not our own. Let me take an example. I want to appreciate one of the African writers, and the most especially is a Cameroonian, Ate Bazo. Francis Ate, excuse me, it's called Francis Ate. Ate Bazo is a musician. Yes, musician. Excuse me, Francis Ate. I read through one of his books, written Seat of Thorns. That book is taught, it's a literature text, which is taught in Form 3. If you go into the literature text, you will find that he blends Western civilization with the African tradition. Let me take, for example, Christianity, where the priest that is posted to work in Ningam, a village in Kom, is asked that he should not dismiss all the cultures and traditions of the Kom people, but let him investigate and see those which are good, and then he brings into church and see how he could serve God. And you find that at a certain point, the priest has to use palm wine where he is serving communion, and he has to pose a problem between he and the catechist that is of the church. And the catechist now has to sue him to the bishop who was working at Tristan. So if you read that book, you understand that it begins to project to the African child, those who are in school, to understand that Africans can serve God even with Christianity, not completely dismissing Christianity, but to understand that we have the early Christian missionaries who came to Africa. I think that they didn't come to Africa maybe to evangelize, but they came to Africa maybe to tamper with the cultures and traditions of the Africans. To swallow us. To swallow us, because there is nowhere in the Bible you find that it is strictly forbidden for a man to wear his cap. But the Africans are quite used to wearing their caps. So if you look at, let me just take the setting of that book, we find that they found, if the bishop can wear his cap in the church, the Pope can wear his cap in the church, what is it in the Bible that tells you that you cannot wear your cap in the church? You look at it, if you go even in the Bible, you find that God's generals like Moses, you have Abraham and other like, they were polygamists.
And they quite maintain a good relationship with God. And I am not saying that I am pushing people to go into polygamy. First of all, I'm an evangelist. I'm an evangelist. So bad. It's not bad. We have many so women bad. there going up and down. You see, there are times that when I say this to even my wife, she's scandalized. She looks at this so scandalous. You are an evangelist, and when I hear you say this type of things, she feels grief. But at a certain time, it's a matter of education. So, like I'm saying, when you go through the history of the Vietnamese struggle for independence, when the French invaded them, colonized them with what they call mission civilisatrice. So you find that they were civilized. Before the Vietnam had to get their independence, it was not just only talking, it was not only writing, it has to do with a lot of ingredients, input. Okay. What is the input that the African man is putting in place? Because there must be that absolute will to effect it. It's not just writing. You said a while ago that it seems to be a lot of talking. There seems to be a lot of literature, but how can we effect it? The African head of state, those who develop the politics of their different states, can they give a hand, extend their hand to these minds, various minds, and see that they work hand in glove to implement what the minds have to put in place? Because don't forget, most of African leaders, they still have a heavy hand of the West on them. And anything that comes up like a mind that will want to emancipate the African mind, they have strings which have attached to it. Ok, Yam Timba, est-ce possible de réconcilier la vision en faveur de cette Afrique au regard, puisqu'il y a des internautes qui vous parlent de l'Afrique, vous parlez de la pensée africaine, mais vous êtes habillé en costume sur ce plateau, vous faites exactement tout ce qui se passe en Occident, vous utilisez le français, pourtant il fallait utiliser des langues, un peu comme au Sénégal, il y a des chaînes de télé où on parle uniquement en langue. Comment donc est-ce possible de réconcilier cette vision en faveur de l'Afrique au regard de nos habitudes? J'aime cette façon de voir et j'aime cette façon d'interpeller les Africains because most of the time when Africans sit to talk about their thinking, they mostly consider two issues, religious issues and cultural issues. This is not what will lead us to freedom, to sovereignty, and neither to prosperity. Le problème que je pose, c'est que, selon la question de notre ami, en fait, vous avez vu au début la première question qu'on m'avait posée, j'étais un peu embarrassé parce que, en fait, l'approche du Cerdotola, mais ils sont dans leur rôle, est essentiellement culturaliste. Le culturalisme, c'est pas ça qui vous donne la liberté, qui vous donne la souveraineté, c'est pas ça qui vous donne la prospérité. C'est une base intéressante qui peut permettre de créer éventuellement une attitude. La difficulté, c'est que connaître ce qui s'est passé en Égypte et se fonder sur ce qui s'est passé en Égypte n'est pas ce qui va demain vous faire parler vos langues, ni, et pas du tout alors, maintenir vos traditions alimentaires. Parce qu'en fait, la question de fond qu'il y a que le Cerdotola ou que le colloque du Cerdotola n'a pas posée, mais qui est la question réelle, c'est la question de la souveraineté. Et cette question-là ne viendra que d'une révolution politique. Parce que vous avez besoin de faire cette révolution politique pour qu'elle puisse, dans le même temps, si elle réussit donc en satisfaisant les besoins du peuple, elle va donc à ce moment-là prendre les décisions qui vont permettre de formuler une nouvelle société. Parce que c'est à ce moment seulement là que vous pouvez imposer une langue. On peut décider d'utiliser la métalangue égyptienne par exemple, mais il faut un État pour dire que c'est ça la langue officielle. Et c'est en même temps à ce moment-là qu'on peut financer cette culture. Et en finançant la culture, financer l'éducation. Mais pourquoi ? Pourquoi je parle de financer la culture et l'éducation ? Mais financer la culture et l'éducation, c'est ça qui permet de restaurer la spiritualité. Quand vous formez les jeunes d'une certaine façon, vous restaurez leur spiritualité. Et en même temps, la maîtrise donc des humanités classiques africaines, les textes anciens égyptiens, les peintures rupestres que nous avons aujourd'hui, ce codex qu'on peut retrouver depuis la Nubie, eh bien, il faut que nous puissions le maîtriser et nous assurer que tout cela, nous l'avons poussé dans la langue que nous aurons choisie. Ça peut être la métalangue égyptienne, ça peut être n'importe quelle langue africaine, mais à ce moment, ça nous donnerait l'obligation de traduire les humanités classiques africaines dans cette langue. C'est ce que l'Europe a fait quand elle a décidé de traduire tout ce qui était grec
et latin dans les langues comme le français, l'allemand, etc. Donc, en fait, ce ne sera pas une nouvelle pensée. C'est peut-être en cela que je partage pas la vie du Ser Dottola. Ce ne sera pas une nouvelle pensée. Ce sera plutôt une pensée critique et restauratrice. Parce que, en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il s'agit et c'est ce que, par exemple, les Allemands, à partir de Hegel, Feuerbach, etc., ont fait. C'est-à-dire, vous ne créez pas nécessairement une nouvelle pensée, pas une nouvelle pensée, mais vous faites vous avez une approche critique sur vous-même, une approche qui peut restaurer quelque chose sur vous, et à partir de là, vous fondez quelque chose. Donc le Ser Dottola, aujourd'hui, s'il dit, parce que c'est ça, son domaine, les langues. Si le Ser Dottola dit aujourd'hui, je vais me lancer dans la promotion d'une langue, et je vais essayer de l'enseigner. Ce n'est pas possible, parce que le Ser Dottola n'est pas un État. Il faut une volonté Donc, politique. il faut que les États membres aient choisi cette option-là et aient décidé que ce sera comme ça. Donc, ils décident que ce sera comme ça, ils choisissent une langue, et à partir de là, on peut confier au Ser Dottola la mission de promouvoir cette langue, d'enseigner cette langue, mais surtout, et c'est ça le plus intéressant, de traduire non seulement les humanités classiques africaines, mais de traduire toute la science mondiale dans cette langue-là. Parce que les seules choses qu'on a traduites dans nos langues, c'est quoi? La Bible. C'est la Bible. Mais si je traduis la Bible dans vos langues, pourquoi? Parce que vous êtes l'enfance du monde, vous êtes des sauvages, et j'essaye de vous apprendre 2-3 choses que vous ayez à Dieu. Je finis par quelque chose, madame, si vous me permettez, je vous en prie très rapidement. La question essentielle aujourd'hui pour les Africains, en matière de pensée, en matière de formulation, que ce soit de notre rapport au monde, que ce soit des relations entre nous, que ce soit de rapport à la transcendance, est en réalité la question de la révolution politique qui va restaurer notre liberté, notre indépendance et notre souveraineté. Parce qu'au fond, vous ne pouvez pas avoir une nouvelle pensée qui ne peut être fille et qui ne peut être que la fille d'une révolution et d'une souveraineté politique. C'est quand vous y arrivez, et je prends 2 exemples rapides, regardez le Vietnam. Mais le Vietnam n'a pu réussir pendant qu'ils faisaient leur révolution, ils parlaient français. Oui. Mais quand ils ont gagné la guerre à Bien Dien Phu, après ils ont comment dire, décidé que ce sera leur langue, et vous voyez que ça va bien vite. Alors, c'est bien compris. Joseph Claude, on parle de révolution politique. On a vu dans les images proposées par Colin Souanchan tout à l'heure, il y avait le gratin administratif, on a vu le Premier ministre, on a vu toutes les têtes pensantes de ce côté-là pour une Afrique avec un potentiel. Donc il y a une possibilité tout de même de réconcilier les avenirs avec l'historicité de l'homme dans la construction de cette humanité-là, tant recherchée finalement. Oui, moi je pense également. C'est-à-dire que c'est pas la mer à boire, c'est-à-dire ce qu'on propose. C'est-à-dire que les politiques prennent, je crois que dire ça, prennent des décisions qui vont vers ce retour, je dirais, à l'authenticité entre guillemets. Et lorsque nous prenons des pays, on a parlé du Sénégal avec le Wolof. Wolof, tout le monde en parle. C'est pas la seule langue du Sénégal. Lorsque vous arrivez en Centrafrique, le Sango, c'est pas la seule langue de la RCA. Au Zaïre, en République démocratique du Congo, qui est un pays très grand, il y a 4 langues. Il y a le Kikongo, il y a le Swahili, il y a le Tchuluba, et il y a le Lingala. Il y a 4 langues. On peut bien, par exemple, au Cameroun, dire nous prenons 4 langues. Nous avons, par exemple, au niveau du Nord, dans le Grand Nord, nous avons une langue qui est dominante. Le Fufulde. Tout le monde parle Fufulde. Vous arrivez dans le littoral, il y a une langue qui est dominante, même comme c'est pas tous les littoraliens qui parlent, c'est le Douala. Ouais. Que vous pensez de Konsamba et autres, les gens parleront Douala. Et nous avons la même manière, ce qui est un peu plus compliqué, c'est les langues de notre ouest. Parce que même à travers... Il y a le Medjumba, il y a le Omala, il y a le Fefe. Je ne sais pas si le Sawa, je ne sais pas si le Douala, c'est si sûr, mais bon. Non, quand je parle de Douala, je regarde un peu les locuteurs de Douala. Ils ne sont peut-être pas très nombreux, mais... C'est juste l'exemplification. Oui, c'est ça. Donc je dis donc qu'en fait, on pourrait prendre cela. Et c'est possible. Parce que lorsque vous voyez le Rwanda, par exemple, on ne parlait rien que le français. Il y a quelques années, pour des raisons politiques, on a dit on apprend l'anglais, l'anglais est devenu assez important. D'où cette révolution politique. Oui, vous voyez le Gabon. Là-bas également, ils viennent pas d'imposer, mais d'instituer l'anglais comme deuxième langue.
pourquoi est-ce qu'on n'instituerait pas une langue africaine comme deuxième langue dans nos pays. Dans nos pays. Et cela, et comme on l'a dit, tout à l'heure, le cercle de Tola jouera un rôle plus important à ce moment-là. On cessera seulement de voir, qu'on appelle ça, il y a le CIL, là, il y a une société linguistique qui est pour la traduction de la Bible. Et on traduirait beaucoup de nos langues, de beaucoup de nos documents, les sciences, les calendriers, les lettres, je veux dire, dans nos langues. Et il y a quand même, il faut l'avouer, il y a certaines personnes qui le font déjà, mais pas suffisamment. Dans certains établissements également, il y a des langues qui sont apprises dans l'établissement. Le librement on avait fait ça pendant longtemps, c'est pas ce qu'on vient de le faire. D'autres établissements également. Donc on peut. Vous savez, le français, c'était pas la langue de tous les Français. C'est même pas la langue de tous les Français. Quand vous arrivez en Bretagne, vous allez trouver les Bretons qui parlent leur langue. Vous arrivez à Strasbourg, c'est-à-dire là-bas, vous avez trouvé une langue qui ressemble à l'allemand, etc. Donc je veux dire que, mais les Francs, on a imposé la langue qu'on appelle franc, qui est devenue le français. De la même manière, au niveau de la Chine, on a imposé une langue à des milliards, combien de centaines de millions de personnes. Donc, je pense que c'est une question, comment on dit, une volonté politique. C'est une volonté politique. Malheureusement, on a l'impression que sur des pays africains, cette volonté politique ne s'exprime pas beaucoup. Je vous donne un exemple simple, je terminerai par là. Imaginez-vous, pendant longtemps, enfin, il y a peut-être une quarantaine d'années, on faisait le festival des Lacs Nègres. Le festival de Lacs de Lagos qui avait eu lieu. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Un peu comme ici, le budget alloué à la promotion de notre culture, c'est carrément minable. Philémon, comment remettre donc finalement la culture, notre originalité au centre véritablement de cette révolution politique dont Yann Simba parlait tout à l'heure? D'accord. Disons que la culture, c'est tout. Pour penser l'éducation, on doit partir de la culture pour penser l'éducation. Je prends un exemple. Lorsque un Chinois va à l'école, lorsqu'il fait de la littérature, il fait de la littérature chinoise. Ouais. Lorsqu'il fait de la philosophie, il fait de la philosophie chinoise et confucéenne. Lorsqu'il fait de l'histoire, il étudie l'histoire de la Chine depuis pratiquement la naissance de l'Empire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais lorsque nous partons à l'école, nous autres Bantous, nous partons à l'école, nous n'étudions ni littérature bantou, ni philosophie bantou, ni histoire, même des migrations bantou, on n'étudie pas. On vous enseigne la décadence de l'Empire turco-ottoman, la Russie des Tchars, le Japon de l'ère Meiji, la décolonisation de l'Algérie. En réalité, c'est de l'enfumage. En réalité, c'est pour ne pas dire de la distraction. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, puisque la connaissance, c'est quoi? Quand on dit homme, connais-toi toi-même. Ça veut dire que quoi? Tu dois commencer par toi-même. Ta langue, ton histoire, ta culture, ta philosophie, ta littérature. Maintenant, on ne dit pas d'étudier les autres, on les étudie à titre additionnel. C'est la même chose pour le coréen, c'est la même chose pour l'allemand, c'est la même chose pour l'anglais, pour le citoyen français. Lorsqu'on veut faire de la politique, on ne peut pas prendre son propre paradigme politique, on le met carrément à côté avec la dépolitisation des autorités traditionnelles. On prend un nouveau paradigme et on pense que ça va marcher. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça ne peut pas marcher. L'homme vit en Afrique depuis au moins 300 000 ans. L'État a moins d'un siècle chez nous. Mais vous ne comprenez pas que c'est même de l'arrogance. Il faut donc revenir au paradigme politique africain, le réinvestir, n'est-ce pas? Et prendre maintenant les apports de la modernité. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter la modernité, n'est-ce pas? Redéfinir un nouveau contrat social, réconcilier la société africaine avec elle-même. Parce que la colonisation a fait quelque chose de grave chez nous. Elle a créé deux types de sociétés qui se superposent jusqu'à aujourd'hui. Il y a la société du village, la société traditionnelle, et il y a la société de la ville, la nouvelle élite qui a été à l'école du blanc et qui pense détenir la rationalité. Mais je vais vous prendre un exemple simple. Rapidement, s'il vous plaît. Si vous partez au village, madame, avec votre oncle, chaque arbre que vous allez voir en route, il va vous donner le nom. Chaque herbe que vous allez fouiller, et l'histoire même autour il va vous donner le nom. Chaque oiseau qui va s'envoler, il va vous donner le nom. Pourquoi? Il a le privilège du nomenclateur, du latin nomen calatus, le pouvoir de donner les noms aux choses. C'est le premier pas de la connaissance. Nous parlons tous français, mais on ne peut même pas donner la moitié des noms des arbres, comment dire,
des herbes ou des bonjour, oiseaux, des animaux que nous allons croiser. Même Il est gentil, bonjour, même hein. dit bonjour. Je Là, pose c'est donc la bon. question. Il est gentil. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, oui. C'est ce qui prouve qu'on a un problème. Sérieux. Même pour penser l'économie, la base doit être, pas des théories de Keynes, les théories de Thiel, ça doit être notre culture, la base. D'accord. Comment rendre notre culture économiquement rentable. D'accord. On va terminer avec Sylvanus. Comment faire finalement pour que notre pays, le Cameroun, puisse s'adapter à cette nouvelle pensée africaine, même si Yam Timba est un peu contre ce Oui, concept. quand j'ai entendu Yam Timba parler ici de la révolution politique, j'ai juste secoué la tête parce que quand je pense l'un des motifs qui m'a poussé à la prison centrale de Kondengui en 2019, c'était révolution politique. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que l'un des révolutionnaires, le professeur Alain Foguet, encore à la prison centrale de Kondengui. Je me demande donc comment cette révolution politique va se passer. Est-ce que ça sera toujours ceux qui sont mis à la tête des pays par ces supposés blancs, parce qu'on pense aujourd'hui que le mal de l'Afrique vient de la colonisation. Je me demande, est-ce que ça va se passer avec ce gars? Et deuxième chose que je me pose la question, la plupart de nos grands professeurs qui ont fréquenté, je pense que l'éducation, c'est toujours l'Occident qui les a inspirés. Comment ceux qui sont inspirés par l'Occident peuvent penser combattre l'Occident? Je pense que c'est possible, même si je pense, parce que si vous prenez le cas de la Chine, je pense que la Chine, dans l'histoire, la Chine a beaucoup fréquenté les États-Unis. Et si on peut dire la vérité, la plupart de la technologie chinoise vient des États-Unis. D'accord. Et Il faut terminer vraiment. Oui, est-ce que au Cameroun, parce que vous avez posé la question au Cameroun, comment... Just one word. Faut yes, répondre how directement à la is this question. new trend of mind going to help Cameroon? I think that for this new trend of mind to be very useful to Cameroonians, it would go with political will. I think Maître Belga said it, with the political will. Would the political will be willing to sample the intellectuals and then collaborate maybe with the grassroots and ensure that this is inculcated in our educational system? That is where the whole thing would go. If without it, there will be no tangible benefits for the people, because it will only remain as a theoretical something and only for debate and not for any impact. Thank you. Yam Timba, une seconde, vraiment, on sort une seconde. Il faut instituer les langues. On voit très bien que le Wolof est parlé au Sénégal, mais la science n'est pas traduite en Wolof, pas plus qu'elle n'est traduite en Sango, en RCA. Il faut que la science soit traduite dans ces langues-là, et il faut que les langues soient à la fois des langues d'enseignement et des langues d'administration. Exact. Et du coup, ça va régler le problème. Alors, le débat est très passionnant, mais le temps est très court, messieurs. Peut-être on poursuivra cette thématique prochainement. Je vous dis merci d'ailleurs d'avoir insisté pour cette thématique. Finalement, elle était intéressante pour nos téléspectateurs, surtout que l'heure est à la revision générale, si je peux utiliser l'expression, de revoir comment est-ce que notre Afrique peut bouger, surtout dans un concept de libre-échange continental où tout le monde devrait mutualiser les efforts pour qu'on ait une Afrique plus forte et dynamique. Sylvanus, thank you for coming. Yam Timba, ça a été un plaisir également de vous avoir. Philémon Boubeke Aboussi, merci également. Joseph-Claude Biliga, ça a été un plaisir de vous avoir. Mesdames, Messieurs, demain, c'est une charmante dame qui prend le relais depuis Yaoundé, Janice Kamga, pour le débrief de l'actualité avec une autre thématique. Je vous reviens jeudi, si Dieu le veut, mais tout à l'heure, à 21h30, c'est le retour de votre programme au cœur du sport. Une présentation de Bouba Ngomna, mais juste avant, c'est le 19h50 avec Alain Gislain Kanga. Passez d'excellents moments sur Canal 2 International. Bonsoir.